Bien, ben écoutez, merci d'être venu donc dans cette salle de la Maréchale. Euh, Certains d'entre vous étaient là l'année passée quand j'avais évoqué le parcours de Luigi Nono. Et j'avais donc essayé de montrer comment un compositeur comme Nono menait parallèlement une réflexion sur le langage musical, sur son outil de travail, et en même temps sur son implication dans le monde qui l'entoure, sur sa place dans la société, et l'espoir voilà, de trouver la bonne place dans le monde qui l'entoure. Voilà, c'est un peu ce fil que je vais essayer de suivre donc, en vous parlant du parcours de Steve Reich. Alors, évidemment, les différences sont nombreuses. Hein. Ce n'est pas exactement la même génération. Luigi Nono était né en 1924. Steve Reich, vous voyez, en 1936. Le contexte géographique n'a rien à voir. Luigi Nono est un Européen, vénitien. Steve Reich est un Américain new-yorkais. Donc, leur langage musical est extrêmement différent. Luigi Nono est héritier de la tradition post-romantique et de décaphonique, sérielle, voilà, de Schoenberg, de Boulez, enfin toutes ces générations-là. Steve Reich sera un des inventeurs, on va dire, de ce qu'on appelait la musique répétitive ou la musique minimale. J'en parlerai dans 4 minutes 30. Voilà. Mais par contre, les deux compositeurs partagent cette même démarche, je dirais, voilà, à la fois de réfléchir sur le langage musical qu'ils emploient, son évolution, et comment, avec ça, ils trouvent leur place dans le monde, dans l'environnement, et comment ils peuvent agir, interagir avec ce monde. C'est en tout cas le souci commun qu'ils ont, je crois, d'être à l'écoute du monde et, si possible, d'y agir. Voilà, alors je vais vous présenter donc ce parcours de Steve Reich. Je vais monopoliser un peu la parole là, pendant 1h10 à peu près. Ça nous laissera du temps pour ensuite, j'espère, un échange fructueux. Pour présenter un peu donc Steve Reich, donc il est né en 1936 dans une famille relativement aisée. Son père était avocat, sa mère chanteuse, actrice, organisatrice de spectacles, enfin voilà. Donc dans un milieu relativement à l'aise à New York. Sauf que ses parents se sont séparés quand le petit Steve avait 1 an. Et quand je dis séparés, c'est que son père est resté à New York et sa mère est partie entre Chicago et Los Angeles. Ce qui a amené le petit Steve à traverser l'Amérique très souvent. Et ça ne sera pas sans influence sur sa musique, notamment une œuvre que j'évoquerai tout à l'heure. Alors, il entend de la musique chez lui. Il étudie un peu le piano, comme ça, vaguement. Il se passionne beaucoup plus pour la batterie. Et comme beaucoup d'adolescents, il monte son groupe. Hein, et on joue beaucoup dans les caves et un peu à l'extérieur. Il suit ensuite une formation, alors je dirais vraiment à l'américaine. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de système de conservatoire. La musique s'apprend comme les mathématiques ou la philosophie ou la biologie à l'université. Et donc Steve Reich va donc s'inscrire à l'université sans trop savoir encore ce qu'il voulait faire au moment où il s'y inscrit. Et donc il s'inscrit à la fois en philosophie et en musique. S'il avait connu Parcoursup, il n'aurait pas pu. Hein. Du coup, voilà, donc il étudie dans toutes sortes de branches. Il étudie la percussion classique, mais aussi la batterie. Il étudie l'harmonie classique, mais son professeur est l'arrangeur du grand jazzman Thelonious Monk. Il étudie la percussion africaine. Il étudie les gamelans balinais. Voilà, une espèce de formation ouverte sur beaucoup d'horizons. Et, voilà, beaucoup moins académique finalement que ce qu'il aurait trouvé s'il était né en France. À un moment, il est quand même amené à choisir. Il avait commencé une thèse sur Wittgenstein. Voilà, rien que ça.
Et puis voilà, finalement, il a quand même décidé de se consacrer vraiment à la musique et à étudier la composition à ce moment-là. Il se trouve qu'à ce moment-là, aux États-Unis, il y avait deux professeurs de composition extrêmement réputés. Le premier, c'est Darius Milhaud, qu'on connaît un peu à Aix, même si on l'oublie. Hein? Non, il n'était pas à New York. Il était, alors je ne sais plus dans quelle université. Je ne sais pas si c'était pas Columbia, mais je ne suis pas sûr. Comment il a rencontré? Il était à Aix? Ah non, Darius Milhaud était déjà aux États-Unis depuis longtemps. Hein. Ah, déjà, il était... Ah oui. Oui, il est parti assez tôt. Oui. Et le deuxième professeur, donc, c'était Luciano Berio, donc le compositeur italien, voilà, très très impliqué, lui, dans ce qu'on appelait l'avant-garde. Voilà, donc il a étudié avec les deux, tout en continuant les percussions africaines, le gamelan. Il suit de très près, il va pratiquement à tous les concerts de John Coltrane. Hein, et il continue à fréquenter, voilà, le jazz, on va dire, avancé de son époque. Il vit de petits boulots. Hein. Il est chauffeur de taxi, employé de la poste, ingénieur du son pour un film, déménageur, enfin voilà, une sorte de petits boulots comme ça. Il étudie également ce qu'on appelle la musique électroacoustique. Hein, donc cette musique qu'on fabrique avec des sons qu'on enregistre, qu'on transforme en studio, qu'on assemble, voilà, et qui à la fin arrive sur des bandes magnétiques, en tout cas à son époque. Maintenant, c'est des fichiers informatiques. Voilà. Il étudie ça et c'est en fait en travaillant dans ce domaine-là qu'il va faire une première découverte qui va vraiment orienter sa musique. Alors à cette époque, donc on est au début des années 60, il ne sait pas encore exactement quelle musique il a envie d'écrire. Ce qu'il sait, c'est ce qu'il ne veut pas. Voilà. Ce que lui enseigne Darius Milhaud ou Luciano Berio, voilà, il sait que c'est pas dans cet univers-là qu'il va trouver son langage, et donc voilà, il cherche ailleurs. Il est à ce moment-là très, très influencé par des plasticiens, des artistes plasticiens, qu'on a regroupés sous le terme de minimalistes. Voilà, il se trouve qu'ils vivent tous à New York, hein, dans le même quartier. Voilà. Alors dans le courrier d'invitation pour la conférence, il y avait quelques références, je ne sais pas si vous avez pu aller regarder un peu. Si je résume très rapidement un peu la démarche de ces artistes minimalistes, ils se disaient très influencés par un architecte du Bauhaus, vous savez, cette grande école d'art, hein, Mies van der Rohe, qui avait trouvé une formule qui était une formule magique, c'était moins c'est plus. Alors je pense qu'il y a quelques mathématiciens qui seront moyennement d'accord, mais voilà, c'était l'idée de fabriquer des choses avec le moins d'éléments possible. Hein. Et donc, ce qui réunit ces plasticiens qu'on appelle minimalistes, donc c'est cette idée de fabriquer alors des tableaux, des installations, des sculptures avec des éléments extrêmement simples et des processus, ensuite des procédés de fabrication aussi extrêmement simples. Je vais essayer de vous montrer une image. Bah d'accord, elle ne veut pas se montrer. Alors, attendez, voilà, elle veut. Est-ce que je peux la mettre en plus grand? Un petit peu plus, voilà. C'est un peu clair, mais je pense que vous y voyez. Voilà, c'est une installation donc d'un de ces artistes, c'est Carl André. Vous voyez, quand je dis des éléments simples, ben, en fait c'est des poutres, quoi. Enfin, c'est des, ouais, pas comme des planches. Hein. Tout identique. Et le processus, ben, c'est simplement de les placer côte à côte en les décalant un tout petit peu. Voilà, ce qui va produire donc cette espèce de chemin. Voilà. Vous voyez, donc un élément de départ très simple et un processus là aussi très simple. Hein. Et l'idée, c'est que de toute façon, ben, ensuite, le spectateur, lui, il regarde ce qu'il veut, quoi. Hein. Voilà. Il imagine, il projette, un petit peu comme il le souhaite. Alors, Steve Reich va être inspiré donc par ces artistes, donc que ce soit Sol Lewitt, Frank Stella, Richard Serra, donc Carl André et d'autres. Et ce qui va lui donner l'outil musical pour aller un peu dans cette démarche-là, c'est donc la musique électroacoustique.
Alors, à cette époque-là, il y avait un petit peu une mode qui était de faire des boucles. Vous savez, c'est-à-dire on enregistre des sons sur une bande magnétique, hein, qu'on coupe, et on recolle les deux bouts. Et après, donc, on fait tourner ça sur un magnétophone. Donc, on a forcément un ou plusieurs sons qui va se répéter. Et Steve Reich avait enregistré comme ça, un prédicateur noir dans une rue de New York. Voilà. Et puis il avait tout son discours avec les bruits derrière. Et il a découpé, juste comme ça, une petite phrase dans laquelle ce prédicateur disait juste alors pour un anglais, ça fait deux. It's gonna rain. Il va pleuvoir. Voilà. Et donc il a mis ça en boucle. Et donc on entend It's gonna rain, it's gonna rain, it's gonna rain, it's gonna rain. Voilà. Et là, allez savoir pourquoi, il a eu l'idée de faire une copie de cette boucle, donc identique, et de la mettre sur un deuxième magnétophone. Il s'est dit, voilà, est-ce que ça va amplifier le son? Est-ce que ça va faire quelque chose? Voilà. Là où le hasard, quelquefois, donne un petit coup de pouce, c'est qu'il n'avait pas prévu que son deuxième magnétophone ne tournait pas exactement à la même vitesse que le premier. Et donc, au bout d'un moment, surprise, il dit, qu'est-ce que j'entends? J'entends des choses qui ne sont sur aucune des deux boucles. Voilà, des sons qui viennent parce qu'il y a ce petit décalage qui se produit. Voilà. Et donc ce phénomène l'a beaucoup intéressé. Vous voyez, c'est pas très loin de ça, quoi, finalement. Voilà. Alors il a fait une première œuvre, comme ça, électroacoustique, qu'il a appelée It's Gonna Rain. Voilà, à partir de ce principe. Il en a fait quelques autres. Mais je préfère pas vous faire entendre ça, il y a des choses plus intéressantes après. Surtout que Steve Reich a d'emblée dit qu'il ne voulait pas être un musicien de studio. Voilà. Sa jeunesse de batteur et de groupe était restée, il voulait faire de la musique sur scène. Voilà. Il va être compositeur et instrumentiste. Et donc il a cherché des moyens pour trouver des choses à faire avec des instrumentistes comme ça. Il a trouvé une petite idée avec une pièce qui s'appelle Clapping Music. Alors clapping, hein, c'est frapper dans les mains. Voilà. Alors même si vous n'avez jamais fait de solfège, vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre. Est-ce que vous voyez la petite flèche? Oui, voilà. Alors, il y a clap 1, clap 2, donc deux musiciens. Hein. Ils ont chacun un micro, normalement, pour que le son passe bien. Alors, vous voyez que là, on a une première cellule, là, 1. Voilà. Les deux petits points à la fin veut dire qu'on les répète. Hein, là, on les répète autant qu'on veut. Vous voyez aussi là que la première ligne et les deuxièmes lignes, clap 1 et clap 2, c'est la même chose. Hein. Donc, les deux musiciens vont faire la même chose. Ok? Voilà. Donc, on a 3 sons, un silence, 2 sons, un silence, un son, un silence, 2 sons, un silence. Ok? Donc il va faire dans les mains, ça va faire pam pam pam, pam pam, pam pam pam, et on recommence. Ok? Ta tam pim, pam pam, pim pam pam, tiradim, taram, pam pam pam. Vous pourriez le faire d'ailleurs. Hein? Tiradam, taram, pam taram, tiradim, taram, pam taram, etc. Voilà. C'est après que ça se corse. Parce que là, pour le coup, le premier musicien, vous voyez, il ne bouge pas, il fait la même chose. Il continue. Mais le deuxième, c'est comme si on avait pris la formule et qu'on l'avait décalée d'une croche à votre gauche. Vous voyez? Donc c'est la deuxième note ici, là, qui va être la première là. Hein? Et on va retrouver donc la troisième là, qui était là, on la retrouve en dernier. Voilà. Donc tout se décale d'une croche. Ok? Donc le premier musicien, lui, continue, il ne bouge pas. Le deuxième se décale d'une croche. Vous voyez que là, par exemple, où il y avait un silence, puisque les deux avaient le même silence, ben, là, quand il y a le premier silence pour le premier, ben là, il y a un son en même temps. Hein, donc, etc. Vous voyez? On répète donc chaque fragment comme ça, et on continue, jusqu'à se retrouver au même point à la fin. Voilà. Donc, c'est une petite pièce sympathique à monter, mine de rien, pas si facile. Hein. Voilà, surtout que ça se joue très très vite. Hein. Voilà. Si on a le temps, à la fin, on la fera. Je préfère vous faire entendre sur une autre pièce, alors qui sera une pièce plutôt instrumentale. C'est un peu le même principe, qui s'appelle Piano Phase. Voilà.
Donc, parce qu'elle fonctionne sur du déphasage. Là aussi, hein, ben voilà, même si vous n'êtes pas pianiste, vous voyez qu'ici, alors, ce qui est écrit en noir, là, est joué par la main droite. Bon, j'ai des bêtises, par la main gauche. Par la main gauche. Vous voyez, donc, on a simplement 3 notes qui se répètent. Hein, 3 notes différentes, hein, qui vont jouer avec le 5e doigt, le 2e doigt premier. Toum, 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 toum. Mais oui, comme ça. Ok. D'accord. Voilà. La main droite va jouer ce qui est en rouge. Vous voyez qu'elle ne joue que 2 notes différentes. Hein, et sur les touches, alors autant la main gauche jouait sur les touches blanches, la main droite va jouer sur les touches noires. Et c'est les noirs qui sont intercalés dans celles qu'on joue de la main gauche. Hein, donc on est un peu comme ça, quoi. C'est pas très très confortable, mais enfin ça se fait. Voilà. Et donc la main gauche, elle va jouer ça. Ouais. Simplement alterner comme ça. Hein. Donc si on met les deux ensemble. Ok. Voilà. Sauf que là, je vous l'ai fait au ralenti, puisque le vrai tempo, c'est ça. Alors, voilà donc la formule de départ. Hein. Et donc le processus qui va s'enclencher, c'est un processus de déphasage. Mais pas aussi tranché que dans la petite pièce Clapping Music que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que là, Steve Reich demande au premier pianiste donc, de commencer à jouer comme ça. Il répète et il ne bouge pas. Au bout de 3-4 répétitions, le deuxième pianiste va jouer la même chose que lui. Hein, il rentre tout doucement et il joue la même chose que lui. Donc, normalement, on ne l'entend même pas commencer, quoi. Il se greffe, il joue exactement la même chose que lui. Au bout d'un moment, ce deuxième pianiste va commencer à accélérer un tout petit peu, très progressivement. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que la deuxième note de sa formule arrive en même temps que la première de son petit camarade qui jouait avant. Une fois qu'il se rend compte qu'il est arrivé là-dessus, il reprend le tempo de départ, donc il joue avec le premier. Vous voyez ? Voilà, on installe ça un petit peu et hop, on accélère un tout petit peu de nouveau jusqu'à se retrouver sur la note d'après. Ouais. Etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, tout le monde se retrouve ensemble. Ouais. Donc on a une phase toujours, deux musiciens qui jouent ensemble, une phase de décalage alors, qui se fait extrêmement progressivement, on entend des choses. Du coup, aucun musicien ne joue vraiment, quoi. On entend des espèces d'effets d'écho, des choses comme ça, quoi. Ça se brouille et puis hop, ça se retrouve ensemble. Alors, on va essayer d'écouter ça.
ça dure à peu près 18 minutes comme ça. Hein. Voilà. Faut être patient. Donc, faut être patient, faut jouer le jeu d'écouter. D'écouter vraiment quoi, ce qui se passe. Alors, vous voyez pourquoi, évidemment, on appelait cette musique répétitive. Évidemment, la répétition est un des moteurs. Mais en même temps, bon. De la répétition. Et bien parce que, comme disait un ami compositeur, la répétition, ça n'existe pas. Parce que le temps change tout le temps. Et quand on a entendu une chose une fois, quand on la réentend, c'est pas la même chose. Parce que déjà, vous reconnaissez quelque chose. Alors que la première fois, c'est nouveau. Etc. Hein. Mais là, si vous voulez, c'est pas une répétition stricte, puisqu'il y a ce phénomène de déphasage. Hein. Donc il y a toujours ce jeu entre quelque chose qui se répète et quelque chose qui bouge. Voilà. Mais alors, évidemment, c'est un principe qu'on trouve chez Bach et chez Beethoven partout. Hein. Sauf que chez Bach ou Beethoven, il y a, disons que la différence, la variation est plus présente que la répétition. Voilà. Là, c'est le pôle un peu contraire. Donc, ça demande évidemment une écoute différente. Hein. Voilà. Et est-ce que le musicien, le pianiste jouait aussi vite que ça, ou c'est l'enregistrement? Ah non, il joue comme ça. Il joue comme ça, oui. Oui. Et c'est aussi difficile à jouer pour l'un que pour l'autre. Hein, parce que, je veux dire, garder le tempo et pas se laisser influencer par le petit camarade à côté. Ou accélérer et s'arrêter quand il faut, c'est... voilà. Est-ce qu'on peut faire une crise de nerfs après 18 Non, minutes? pas du tout. Pas du tout. Moi, je crois Mais que si vous voulez, Steve Reich a essayé, si vous voulez, sa pièce, c'est-à-dire que d'abord il a enregistré sa formule, et il l'a mise en boucle sur un magnéto. Et lui, il s'est mis au piano pour essayer de voir ce qu'il pouvait faire, quoi. Voilà. Et il raconte dans un livre d'entretien, il dit le jour où j'ai réussi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, j'ai réussi !» Bêtement, elle m'a dit quoi? on allait l'écouter. Voilà. Non. Après, bon voilà, il a joué assez fréquemment. À cette époque-là, ça se jouait beaucoup dans les galeries d'art. Vous voyez, parce que bon, les salles de concert se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Mais dans les galeries d'art, oui, ça, c'était très présent. Alors, sur ce principe, si vous voulez, Steve Reich a fait quelques autres pièces. Il y a une pièce qui s'appelle Violin Phase, donc voilà, pour le violon. Hein. Il y a Clapping Music, que je parlais tout à l'heure, voilà, quelques-unes. Ce sont des pièces qui ont été utilisées par la grande chorégraphe belge Anne-Theresa de Kersmacher, qui a fait des chorégraphies magnifiques sur ces pièces-là. Je vous ai mis des références aussi là dans le petit courrier. Alors, l'aboutissement de cette technique de déphasage, voilà, parce qu'évidemment, il n'était pas question pour Steve Reich de répéter les pièces elles-mêmes, quoi. Hein. Voilà. Et un premier aboutissement, c'est une première pièce vraiment importante dans son œuvre, s'appelle Drumming. En drumming, donc voilà, percussion, quoi, hein, frapper. C'est une pièce pour percussion qui là ne dure pas 18 minutes, elle dure 1h10. Elle est en quatre grandes parties. Il faut, de mémoire, il faut une petite dizaine de percussionnistes qui jouent. Alors, dans la première partie, il y a simplement 4 paires de bongos. Vous voyez ce que c'est? C'est tambours par paire, quoi. Hein, voilà. Dans la deuxième partie, il y a 3 marimbas. Vous voyez, c'est des espèces de xylophones, mais avec des lames en palissandre. Voilà, plutôt. Ouais. Donc 3 marimbas et 2 chanteuses. Dans la troisième partie, il y a 3 glockenspiel, c'est des espèces de petits xylophones très très aigus, enfin métallophones plutôt, voilà, très aigus, voilà, et un piccolo. Et dans la quatrième partie, c'est tout le monde. Alors, dans cette partie, Steve Reich donc, va effectivement utiliser encore le déphasage, voilà, comme il l'a fait dans cette pièce pour piano. Mais il va ajouter d'autres techniques, notamment une technique qui est toute simple, qui remplace des silences par des sons, ou inversement. Alors c'est très net au début, il fait à peu près quelque chose comme ça. Bon, je l'ai un peu simplifié.
Vous voyez comme ça, si on l'écoute, voilà, c'est au début. Voilà, hein, on a simplement un battement régulier, périodique, voilà, séparé par un silence. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'auditeur, on entend un silence. Steve Reich, son silence, il l'a déjà mesuré. C'est-à-dire qu'il va déjà le découper, hein, en un certain nombre de temps. Là, vous voyez, bon, j'ai écrit un son et 5 silences au début. Après, je vous l'ai mis avec un son et... Enfin, en tout, 12 battements. Hein, donc, un son et après 10 silences. Ouais. Et donc là, Steve Reich va, par exemple, essayer... Enfin, il va pas essayer, il va remplacer le dernier silence par un son. Je pars un peu avant, comme ça vous avez juste les battements tout seul. Voilà. Et là on crée un rythme de 2 sons. Après il remplace un troisième. Voilà, etc. Hein, donc, vous voyez, peu à peu, on remplace... stop, merci. Voilà. Peu à peu, on remplace comme ça donc des silences par des sons. Et une fois que c'est évidemment saturé, bah, il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va enlever des sons pour remettre des silences. Hein. Et donc, combiner voilà, des formules rythmiques qu'il trouve comme ça. Ces formules, après, il va les déphaser comme il a fait dans des pièces précédentes. Hein. Voilà, mais disons, il rajoute cette petite outil technique à sa palette, et un autre aussi qui consiste à remplacer un instrument par un autre. C'est-à-dire qu'il va faire jouer, par exemple, voilà, des battements comme ça sur les bongos, puis au bout d'un moment, il y a un marimba qui va jouer en même temps que le bongo, et le bongo va disparaître. Voilà, et on tuile comme ça. Alors, je vais vous faire entendre alors. Évidemment pas les 1h10 ou 20 que dure le morceau. J'ai pris un exemple dans la dernière partie. Donc là, il y a tous les instruments. Hein. Et donc, vous allez entendre au début, donc simplement ces battements comme ça, séparément, quoi, un seul battement. Voilà. Mais jouer déjà par plusieurs instruments. On rentre comme ça, progressivement, les instruments les uns après les autres, on remplit les silences. Et du coup, je vais passer directement à la fin.
ça s'arrête comme ça. Ça, c'est... alors, attendez, c'est un peu avant 75, je crois, 71. Et les gens l'écoutaient en 71. cette musique. Mais oui, mais évidemment. Si on rentre dedans, Alors, on peut ça, si vous avez l'occasion de le voir sur scène, voilà, en direct, je peux vous dire que rien que la fin, c'est sacrément impressionnant, quoi. Déjà, quand vous êtes pendant 1 heure comme ça, il n'y a pas de chef d'orchestre, hein. Voilà, vous avez ça s'arrête net comme ça. Comme disait Mozart, enfin on disait de Mozart que le silence qui suit une musique de Mozart est encore de Mozart. Là, c'est encore de Steve Reich, le silence qui suit. Ouais. Moi, je l'ai vu une fois, oui. Ouais. Ce qui est important aussi là-dessus, et là, on aborde un tout petit peu aussi la place du musicien, c'est que, voilà, je l'ai dit en passant, qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est-à-dire que Steve Reich, pour jouer ça, donc, évidemment, en fait, il a monté son propre groupe. Comme quand il était gamin et qu'il a monté son groupe de rock, il a réuni des amis, percussionnistes, pianistes, etc. Et ils ont répété, ils ont travaillé ensemble, etc. quoi. Et ils ont heureusement, ils ont eu des contacts en Europe, notamment des gens vous savez, la fameuse firme de disques, la Deutsche Grammophon, voilà, les beaux disques jaunes. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'ils ont été reconnus en Europe qu'après ils ont pu commencer à exister aux États-Unis. Ça marche souvent d'ailleurs comme ça pour les musiciens. Et voilà, donc il a commencé à pouvoir. Cette œuvre a été enregistrée sur Deutsche Grammophon, donc ils ont commencé à tourner, voilà. Mais il a presque toujours refusé de faire une musique avec un chef d'orchestre. Hein, on est un groupe de musiciens sur scène. Et ce crescendo de son fait tout à fait penser aux danses africaines quand même. Ah bah il y a des influences africaines, enfin les déphasages comme ça vient directement, par exemple des musiques du Ghana par exemple, hein, c'est directement, voilà, les percussions, etc. Voilà, ça vient directement de là. Voilà. Alors, vous voyez donc toute cette phase-là, je dirais, c'est un peu la phase de recherche, de mise au point de son langage, hein, qui va subir une dernière petite inflexion, je dirais, avant de se stabiliser un peu vraiment, dans une pièce qui, elle, date des années 74-76, hein. On est juste un petit peu après, une pièce qui s'appelle Musique pour 18 musiciens. Voilà, c'est un titre qui dit ce qu'il dit, hein. C'est pas compliqué. Voilà. Mais c'est un ensemble assez particulier quand même, parce que il y a 4 pianos, donc déjà je vous dis pas pour l'organiser. 4 pianos, 3 marimbas, 2 xylophones, 1 vibraphone, 2 clarinettes, violon, violoncelle, 4 voix, 4 chanteuses. Voilà. Alors, les voix, j'ai dit que dans Drumming, il y avait des voix où vous avez sans doute pas entendu, parce qu'en fait, Steve Reich leur demande de produire le son le plus proche possible des instruments, donc sans aucun texte, rien, et de vraiment se fondre dans les instruments. Hein. Là, c'est encore le cas, mais vous allez entendre, les voix sont un peu plus présentes. Simplement là, Steve Reich, alors, si vous voulez, il n'oublie pas sa technique de déphasage, de remplacement de son par des silences et inversement, mais il ne garde plus tout le processus. C'est comme si, la musique était déjà engagée depuis un certain temps, et puis là, il en prend un bout, quoi. Vous voyez, comme si là, il prenait la dernière minute de drumming. Hein. On a cette phase-là. Et puis, voilà, et une autre phase, et une autre phase. Donc, il procède un peu plus comme ça par bloc. Et donc, dans cette pièce, donc la musique pour 18 musiciens, donc il y a comme ça 11 sections, chacune sur un accord. Voilà. À l'intérieur, ce qui se passe est toujours proche du déphasage. C'est quelquefois carrément des canons, vous savez, comme Frère Jacques, hein, c'est-à-dire qu'un instrument commence, un autre part derrière, fait la même chose. Ce qui est finalement une forme de déphasage. Hein. Voilà. Donc il utilise un petit peu toutes ces formes-là. Ce qu'il rajoute, c'est que, alors il garde, vous avez déjà repéré depuis le début, c'est des musiques qui ont toujours une pulsation très présente. Hein. On l'entend tout du long, quoi. Voilà. Donc ça, il le garde, mais il rajoute la dimension de la respiration. Et par exemple, pour les chanteurs, chanteuses en l'occurrence, ou pour les instruments à vent,
vous entendrez au début, il y a des notes répétées comme ça. Pa, 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 pam. Il leur demande de les faire le temps de leur respiration. Voilà, voilà, ils arrivent doucement, hop, puis ils repartent. Chacun avec sa respiration. Voilà. Bon, alors des fois ils trichent un peu parce que bizarrement ils ont les mêmes respirations entre deux chanteurs, etc. Mais bon, voilà. Vous voyez, donc ça introduit un peu une souplesse aussi par rapport à ce qu'on a entendu. Je vous fais entendre d'abord le début et puis après une autre section de cette pièce. Donc voilà, on installe quelque chose comme ça, tranquillement, hein, sur un seul accord, et après on va changer. Je vous ai dit qu'il y avait un vibraphone dans l'ensemble. Il a un rôle très très particulier. Il a exactement le rôle qu'ont certains musiciens dans les gamelans balinés. C'est-à-dire il a quelques formules comme ça sonores. En fait, c'est lui qui décide. À un certain moment donné, il joue la première formule. Et c'est le signal pour tous les musiciens on passe à la partie suivante. C'est-à-dire, voilà, on est dans un univers, chaque musicien fait ce qu'il a à faire dans cet endroit-là. Quand le vibraphone fait entendre une petite formule, on sait que là, hop, on passe à la suite. Donc voilà, je vais vous faire entendre ça dans une section qui est plus vers la fin. C'est évidemment une contradiction totale de vous faire entendre des petits bouts de 2 minutes de musique, alors qu'une des données importantes, justement, c'est la durée. Hein. Mais bon, voilà. Il faudrait 4 heures, sinon, si on veut écouter les morceaux en entier. Voilà. Vous voyez, là, on a, je dirais, voilà, on a le langage de Steve Reich qui est en place. Hein. Donc, voilà. Depuis le début, je n'ai évoqué que des aspects, on va dire, musicaux. Hein. Je n'ai pas trop abordé le côté du musicien dans la cité, on va dire comme ça. Hein. Ça va arriver à partir de là, donc en fait, après 1975, par là, où voilà, Steve Reich passe un moment personnel compliqué, difficile. Et en fait, il va d'une certaine façon redécouvrir sa judéité. Il savait, bien sûr, étant petit, que ses parents étaient juifs, ses grands-parents étaient des juifs européens qui avaient émigré aux États-Unis. Mais voilà, c'était une famille pas pratiquante. Donc, il avait ça un petit peu en tête, mais voilà, c'était pas quelque chose qui le marquait tout le temps.
Et puis voilà, c'est revenu un peu dans son, je ne sais pas si c'est dans sa conscience ou en tout cas voilà, dans son présent. Et donc il s'est vraiment mis à l'étude de la tradition juive et de la musique qui est liée à cette tradition, les différentes formes de cantillation, les différents types de chants, tout ça, les textes. Voilà, il a vraiment étudié ça de façon très 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 importante. Et ça a donné lieu à une œuvre qui est, alors, vous reconnaîtrez, je pense, Steve Reich, mais en même temps qui est assez différente. Une œuvre qui s'appelle Tehillim, qui date de 1981. Tehillim, ça veut dire psaume. Donc il a pris des textes de psaumes. Et il dit qu'il a choisi des psaumes parce que, en fait, la façon traditionnelle, on va dire, de les chanter, s'est perdue. Voilà. Il semblerait qu'il y ait encore un petit coin au Yémen où on chante les psaumes, voilà, tels que la tradition les aurait transmises, mais voilà, c'est relativement hypothétique. Alors que, par exemple, les cantillations liées à la Torah sont bien connues dans les synagogues, on continue à les pratiquer, vous voyez. Pas pour les psaumes. Et donc, Steve Reich, du coup, j'ai pu, mais j'ai été obligé aussi d'inventer quelque chose d'autre. Alors, dans cette œuvre-là, ce qui va beaucoup changer, donc il y a des voix aussi, il y a quatre chanteuses, mais là, évidemment, les chanteuses ont un texte à chanter. Et donc, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Elles ne peuvent plus chanter des petites formules répétitives comme ça, si on veut que le texte soit compréhensible, hein, ce qui est la volonté de Steve Reich, hein, que le texte soit entendu. Et donc, il va confier ça à un effectif voilà, très, j'allais dire très Steve Reichien, si le terme existait, à savoir qu'il y a donc 4 voix de femmes, 4 chanteuses, flûte, hautbois, clarinette, 2 orgues, donc il n'y a pas de piano, mais il y a 2 orgues, et il y a toujours 6 percussionnistes. Une constante aussi dans cette pièce, mais comme dans les précédentes, je ne l'ai pas dit, mais c'est que tout le monde est amplifié. C'est aussi peut-être l'influence du rock ou je ne sais pas quoi, mais c'est aussi l'idée que voilà, tous les instruments doivent être au même niveau, personne ne ressort. Hein, vous avez remarqué, c'est une musique où il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de forte, piano, voilà, on est à peu près tout le temps mezzo forte, quoi. Voilà, c'est une donnée qui ne l'intéresse pas, quoi. Voilà, on reste sur les autres paramètres de la musique. Alors, il va utiliser donc voilà, les techniques de canon, les techniques de déphasage, tout ça, ça va rester un petit peu, mais beaucoup moins présent. Et pour le coup, il va inventer une rythmique qui est complètement collée au texte. Et en fait, c'est des rythmes, si vous voulez, en soi pas compliqués, intellectuellement à comprendre. En fait, c'est des combinaisons de 3 battues et de 2. Et donc on va faire 1, 2, 3, 1, 2. Si je fais 3, 2, 3, ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Voilà. Si je fais 3, 3, 2, ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Donc toutes les combinaisons possibles comme ça. C'est des rythmiques qu'on trouve dans les musiques traditionnelles des Balkans, enfin dans plein de pays, quoi. Mais qui collent vraiment au chant de l'hébreu. Hein. Donc voilà, il va fonctionner avec ça. Ce qui fait que pour le chef d'orchestre, c'est sportif. Parce que là, il y a un chef. Je vais vous en faire entendre, en tout cas, le début. Vous allez entendre d'abord une seule voix, avec une percussion très simple. Enfin, j'entends voir parce que j'ai trouvé une version de concert, donc vous le voyez, vous verrez en même temps. Percussion, c'est juste une percussion clapping music. Et un percussionniste sur un petit tambourin, voilà, tout seul, une voix. Au bout d'un moment, la voix va être doublée par une clarinette. La clarinette joue la même chose que ce que fait la voix. Il y a un deuxième percussionniste qui se rajoute. Dans la 3e section, que je ne vous dis pas de bêtises, la 3e section, on va avoir un canon entre 2 voix. Donc la 2e voix va faire exactement la même chose que la première, mais elle rentre tout de suite derrière. C'est un canon extrêmement serré, quoi. Voilà. Et on a des cordes aussi qui se rajoutent. Et voilà, on va peut-être aller jusqu'à la fin de la section où on arrive à un canon à 4 voix. C'est une technique voilà, qu'on connaît depuis le XIIIe siècle en Europe, hein, qu'ils réutilisent dans cette... Voilà. Alors je vais essayer de passer les applaudissements et
Voilà, on est installé. Etc. Ouais, le chef, c'est sportif, ouais. Mais enfin, bon, voilà. Mais vous voyez, c'est une musique, enfin, en tout cas, moi je trouve extrêmement lumineuse, quoi. Enfin, très, enfin bon, c'est un psaume, quoi. Hein. Voilà, on est complètement là-dedans. Vous avez remarqué les voix, là, donc elle chante un texte, mais Steve Reich demande toujours que les voix chantent, j'ai envie de dire, très droit, c'est-à-dire pratiquement pas de vibrato, quoi. Hein. C'est très droit, c'est dans le micro, droit, sans aucun effet voilà, des vibratos, des choses comme ça, quoi. Hein. C'est des musiques voilà, qui fonctionnent comme ça. Est-ce qu'elles ont la même chose à chanter, mais en décalé également? Là, oui. Ça se fait dans tous les groupes d'instruments, ce décalage? La même chose en décalé? Oui, par endroit, pas tout le temps. Hein. Là, au début, je ne sais pas si vous avez repéré, bon, par exemple, quand la première clarinette commence, voilà. Quand la deuxième chanteuse rentre en canon avec la première chanteuse, la deuxième clarinette le fait aussi. Hein. Voilà. Par contre, les cordes font autre chose à cet endroit-là. Hein. Voilà. Après, il y a d'autres endroits où c'est un peu différent, mais
Voilà, c'est pareil, c'est une pièce, alors elle est pas très longue, elle dure une trentaine de minutes. Donc il y a des sections assez différentes quand même jusqu'au bout. Hein. Et il a pu garder, ça devait être difficile quand même de trouver des musiciens pour cette... Non. Non, Non. il y en a qui l'a gardé longtemps. Ah oui. Début, Oui. Bah, celui qui dirige, là en fait, il a commencé comme percussionniste avec lui. Ouais. Et voilà, après il a déménagé, je sais pas quoi, il a dit non mais attends, mais moi je vais créer un groupe pour jouer ta musique, quoi. Voilà, et du coup, ben là, le musicien qui joue, c'est ce chef d'orchestre-là qui a créé le groupe. Par contre, alors les chanteuses, elles, c'est vraiment les spécialistes de Steve Reich, voilà, elles connaissent ça par cœur, quoi. Voilà, vous voyez, donc il y a cette phase de découverte, je disais, donc, de sa judéité, donc qui va être importante, évidemment, pour lui sur le plan personnel. Ça correspond aussi à une autre découverte, alors là, pour le coup, plus technique, parce que c'est l'époque pendant laquelle Steve Reich découvre l'échantillonneur, encore appelé sampler par les musiciens de variété. Alors l'échantillonneur, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de musique. Hein. Ça se présente visuellement, si vous voulez, comme un orgue électrique. Hein. Donc il y a un clavier, sauf que on met dedans, dans la machine, on met les sons qu'on veut. C'est-à-dire qu'on enregistre des sons, ou on les fabrique, hein, et on les met dans la machine. Voilà. Ne me demandez pas comment, hein, c'est pas la question. Voilà. Mais donc, par exemple, si je sais pas, si j'enregistrais ma voix et que je mets cette voix dans la machine, quand je vais jouer sur un Do, vous allez entendre ma voix comme ça. Dire c'est ma voix, par exemple. Voilà. Et si je le joue une quinte en dessous, vous allez entendre ma voix qui va sonner comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que selon l'endroit du clavier où on joue, on va déplacer les sons. Hein. Alors, il y a en fait deux façons d'utiliser l'échantillonneur, c'est-à-dire soit on met un seul son, voilà, comme ça dedans, et donc ça se fait en variété. Hein. On met des sons de cordes, et on remplace 10 musiciens par un seul clavier qui va faire des simili-cordes. Voilà. Mais par contre, on peut aussi avoir des sons différents. Et donc, par exemple, décider que quand le musicien va jouer la touche qui correspond à un sol, ça fera entendre une sirène. Quand il va jouer un do, ça fait entendre des chants d'oiseaux. Vous voyez, c'est-à-dire d'avoir des sons différents déclenchés comme ça. Alors ça a beaucoup intéressé Steve Reich. Il s'en est servi dans... Pardon ? Il fait plus matheux que philosophe. Ah non, c'est les deux. C'est les deux, parce qu'il a utilisé, par exemple, cet échantillonneur dans une pièce qui s'appelle City Life, donc la vie de la cité. Hein. Et donc là, il y a plusieurs échantillonneurs dans lesquels il a mis des sons de New York. Mais si vous voulez, l'intérêt, par exemple, il met des sons de bateau, hein, des sirènes de bateau, comme ça, qu'on entend dans le port. Mais simplement, il peut les mettre à la hauteur de son qu'il veut, grâce à l'échantillonneur, et donc le musicien va jouer de façon à ce que le son de bateau qui va rentrer sera parfaitement accordé avec la clarinette qui est en train de jouer, des choses comme ça. Hein. Voilà. Il va mettre aussi des bruits, il va mettre des claquements de porte, des machines qu'on entend dans le port. Et donc il fait une musique dans laquelle il fait rentrer les bruits de la ville à l'intérieur de sa musique. Vous voyez ? Alors, je ne vais pas vous faire entendre City Life, parce qu'il s'en est servi aussi dans une musique antérieure où on va retrouver ces deux éléments que j'évoquais, la judéité et la technique, hein, de cet instrument. C'est une pièce qui s'appelle Different Trains, donc différents trains. C'est une commande du quatuor Kronos, qui était un quatuor à cordes, qui a un petit peu secoué le cocotier des quatuors à cordes à l'époque. Le quatuor à cordes, c'est quand même la forme hyper cadrée de la musique européenne. Hein, c'est super classe, quoi. Hein, voilà. Et eux, ils arrivaient quasiment comme des punks, vous voyez. Bon, sauf qu'ils jouent très bien. Voilà. Et donc, ils avaient commandé une pièce à Steve Reich, et en y réfléchissant, Steve Reich a repensé au voyage qu'il faisait quand il était petit, pour aller de New York à Chicago et de Chicago à New York. Et donc il a pensé à ces voyages, d'où vient les Different Trains.
Mais il a pensé aussi que quand lui avait 10 ans, même pas 8 ans, et qu'il allait à travers l'Amérique en train, il y a d'autres trains qui circulaient en Europe et qui emmenaient des petits juifs de son âge ailleurs. Voilà. Et donc il a essayé de faire une œuvre avec tout ça. Donc ce qui donne une grande pièce, dans laquelle il y a un quatuor à cordes qui joue en direct. Ils ont préalablement enregistré, si vous voulez, 3 autres parties. Donc c'est comme s'il y avait en fait 4 quatuors, dont un en direct et 3 qui sont enregistrés. Hein. Et il a inséré tout un tas de sons grâce à l'échantillonneur. Alors, il a inséré des sons de train, des sons de sirène et des choses comme ça, quoi. Mais surtout, il a enregistré des gens. Et donc, il a enregistré, je vous dis ça tout de suite, il a retrouvé sa vieille gouvernante qui l'accompagnait dans ses trajets. Et donc, il a enregistré sa gouvernante, Virginia, qui avait alors 70 ans, qui se souvenait de ses voyages. Il a enregistré un porteur Pullman à la retraite, qui se souvenait de ce qu'il faisait aussi à ce moment-là. Et ça, c'est dans la première partie de Different Trains. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que donc il a enregistré, par exemple, sa gouvernante qui dit From Chicago to New York. Mais il a repéré qu'elle disait From Chicago, avec une petite inflexion comme ça. Et du coup, il met ça sur une note précise et il demande au violon de jouer Tantarira. Et là, il transforme les petits éléments parlés des personnes, il les transforme en petits éléments instrumentaux et il combine tout ça. Hein. Et donc voilà, le début donc, des Different Trains, ça vous donne ça. Alors vous allez entendre, c'est évidemment en anglais, donc on entend de Chicago à New York, hein, from Chicago to New York, un des trains les plus rapides, le crack des trains new-yorkais, ça c'est le gars de Pullman qui dit ça, quoi. Ouais. Des trains différents chaque fois, en 1939. Bon là, il donne des références comme ça. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu l'impression que le sifflet du train semblait être modulé quand même? Ouais. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que le sifflet du train, il n'est pas modulé normalement. Non, mais justement parce que en l'enregistrant, il l'a calé vraiment sur une note qui correspond aux notes jouées par le quatuor. Ouais. En fait, c'est l'interaction qui fait qu'on a l'impression que c'est un instrument qui rentre dedans. Hein, ouais.
Donc vous voyez, bon, là c'est le début, donc c'est la partie donc dite, la première partie, hein, donc qui est avant la guerre. Ouais. Et donc la deuxième partie sera, donc la première partie c'est Amérique avant la guerre, deuxième partie ça sera Europe pendant la guerre. Hein. Et là il a retrouvé des rescapés juifs européens qui avaient pu partir, qui avaient son âge, voilà, à un an près. Hein, donc il a enregistré donc Rachela, Paul et Rachel, donc des survivants, et qui donc parlent aussi de leur expérience. Hein. Donc là aussi il les a enregistrés, il a sélectionné comme ça quelques phrases. Vous allez voir au début on entend donc c'est Rachela qui dit 1940. Voilà. Alors que ça quoi. Le jour de mon anniversaire. Les Allemands sont entrés en Hollande. Après, c'est Paul qui dit « Les Allemands ont envahi la Hongrie. J'étais en CE1. J'avais un professeur, un homme très grand. » etc. Vous voyez, donc c'est des petits bouts de témoignages qui sont donc traités aussi de la même façon dans cette deuxième partie. 1940. 1940. 1940. On my birthday. The Germans walked in. Walked into Holland. Germans invaded Hungary. I was in second grade. I had a teacher. A tall man. His hair was completely plastered smooth. A tall man. His hair was completely plastered smooth. Ça, c'est la pochette de disque. Parce qu'il joue Oui, avec oui, les oui. lettres aussi, vous avez vu. Oui, bah ça c'est sur la pochette du disque, oui, oui. Voilà. Vous voyez, Steve Reich dit que, voilà, en écrivant ça, il n'avait pas, comment dire, réfléchi avant, mais il s'est dit là, il invente quelque chose qui serait de l'ordre d'une musique qui soit à la fois une musique mémoire, voilà, une musique documentaire d'une certaine façon. Et voilà, c'est quelque chose qu'il s'est dit qu'il allait continuer à travailler, à chercher un peu. Alors, il a utilisé cette même technique donc avec des instruments et des échantillonneurs. Par exemple, dans une autre pièce qui s'appelle WTC 911. Ça a l'air mystérieux comme ça, mais pas tant que ça. Si vous cherchez bien, WTC. Yes, World Trade Center, 11 septembre. Voilà. Et donc c'est une pièce qui ressemble beaucoup à celle-là, parce que voilà, Steve Reich dit qu'il n'a pas pu faire autrement que de répondre à ça en tant que musicien, et donc en écrivant une œuvre, voilà, et que voilà, donc il a utilisé des techniques semblables à celle-là, c'est-à-dire qu'il a enregistré des voix, toutes sortes, des sons aussi. Voilà, il a construit une œuvre qui ressemble un petit peu à celle-là, mais avec cette même idée de témoigner, quoi, de témoigner à la fois de l'événement et de sa présence à lui en tant que musicien. Il a utilisé aussi dans une autre œuvre, alors j'avais prévu de simplement vous la citer, et puis je vais faire un tout petit peu plus parce que ça télescope avec l'actualité. C'est une pièce qui s'appelle The Cave, donc la caverne.
c'est un opéra vidéo qu'il a réalisé avec sa femme. Alors, quand je dis opéra vidéo, il faut entendre, c'est pas un opéra avec des chanteurs sur scène, enfin il y a des chanteurs, mais c'est des musiciens sur scène, et il y a tout un ensemble d'écrans vidéo qui se passe. Simplement, la fameuse caverne dont il est question, c'est la caverne des patriarches, comme on l'appelle maintenant. C'est la caverne dans laquelle, dit la légende, sont enterrés Abraham et Sarah. Et donc qui se trouve maintenant à Hébron. Voilà, on ne peut plus y accéder, mais c'est comment dire, un lieu qui était partagé par les Juifs et les musulmans. Voilà. Et donc, alors la pièce remonte à une dizaine d'années, hein, mais je trouve que d'un coup elle prend une actualité là depuis 2 jours assez terrible, quoi. Et en fait, il a construit son opéra à partir d'interviews. C'est-à-dire qu'ils ont, avec sa femme, donc vidéaste, ils ont interrogé des gens en demandant à chacun, que je retrouve les questions exactes, qui est Abraham pour vous? Pour toi, qui est Sarah? Pour vous, qui est Agar? Pour vous, qui est Ismaël? Pour toi, qui est Isaac? Ouais. Et en fait, ils ont fait 3 sections, c'est-à-dire qu'il a interrogé quel ordre le dire, des Israéliens juifs, ensuite des Palestiniens musulmans et des Américains. Et donc sur les vidéos, alors on voit soit les réponses qui s'inscrivent, comme ça, avec presque avec des percussions, quoi. En même temps, voilà. On voit des réponses des gens, hein, voilà, sélectionnées, utilisées, un peu comme dans ces musiques-là aussi. Voilà, ça fait tout un ensemble assez impressionnant. Voilà, alors il n'y a pas de captation globale, il y a, voilà, qu'on puisse trouver. Il y a un disque, évidemment, c'est pas du tout pareil parce qu'on perd le côté visuel. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Sur YouTube, on retrouve quand même 2 extraits, je crois, de la création au Festival Musica de Strasbourg, où on voit un peu à quoi ça ressemble, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est une œuvre, si vous voulez, qui rentre à la fois dans la démarche de Steve Reich à ce moment-là, c'est-à-dire d'être à la fois dans l'actualité, puisque bon, le conflit palestinien, ça remonte à quelque temps quand même. Donc c'est quelque chose qui le préoccupait, de le rattacher à des traditions, de le rattacher à l'histoire, hein, et de témoigner de tout ça à travers sa musique. Donc voilà, je ne vais pas rester plus là-dessus, mais simplement je voudrais finir avec une dernière pièce, alors dans laquelle il n'y a plus d'échantillonneur, là, c'est une pièce purement instrumentale, mais qui va aussi dans cette démarche de témoignage et autres. C'est une œuvre qui s'appelle les Daniel Variations. Alors ça n'a rien à voir avec moi, hein. Rassurez-vous, c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Le Daniel en question, c'est Daniel Pearl, le journaliste américain qui avait été capturé par les djihadistes au Pakistan, par les djihadistes afghans, et exécuté par eux, quoi. Voilà. Et donc c'est une pièce assez longue aussi, avec un ensemble instrumental assez conséquent. Il y a là aussi, je retrouve la liste exacte des instruments, je ne le sais plus. Voilà, si. Il y a 2 sopranos, 2 ténors, donc voilà, 4 chanteurs, 2 clarinettes, 4 vibraphones, grosse caisse, tam-tam, 4 pianos et quatuor à cordes. Et là aussi, Steve Reich a essayé de faire un lien entre la mythologie, la tradition, l'histoire et l'actualité. Donc il y a 4 grandes parties dans cette pièce. Il a évidemment associé Daniel au prophète, hein, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc le premier mouvement s'appelle J'ai vu un rêve. Le deuxième s'appelle Je m'appelle Daniel Pearl, je suis un juif américain d'Encino en Californie. Le troisième s'appelle Laisse le rêve retomber sur le redouté. Et le quatrième, j'espère bien que Gabriel aimera ma musique une fois la journée terminée. Ça, c'est plus énigmatique. Donc, le premier texte, donc, J'ai vu un rêve, donc c'est tiré du livre de Daniel. C'est Nabuchodonosor, roi de Babylone, d'Irak maintenant,
qui demande à Daniel d'interpréter son rêve. Le deuxième texte, donc, je m'appelle Daniel Pearl, je suis un juif américain, etc. C'est ce que Daniel Pearl a dit sur la dernière vidéo que ses ravisseurs ont diffusée. Et donc il dit, Steve Reich, j'ai dit que je n'utilise que les 5 premiers mots dans la musique elle-même, car mon nom est Daniel Pearl, et si emblématique de cette personne remarquable. Dans la tradition juive et dans bien d'autres, les noms sont révélateurs du caractère. Voilà, il ne faut entendre que ça. Voilà. La troisième partie, donc, c'est la réponse que fait Daniel à Nabuchodonosor, donc, quand il lui dit « laisse le rêve retomber sur le redouté ». Et la dernière, un peu énigmatique, n'est-ce pas, mais il se trouve que Daniel Pearl jouait du violon. Et qu'il avait discuté avec un ami, comme ça, une fois, et ils ont retrouvé son disque de chevet, et sur son disque de chevet, il y a un morceau qui s'appelle J'espère bien que Gabriel aimera ma musique une fois la journée terminée. Voilà. Donc c'est un peu un clin d'œil au fait que Daniel Pearl était aussi violoniste et musicien amateur, et il jouait de ça. Vous allez voir, on retrouve voilà, toutes les caractéristiques des musiques qu'on a déjà entendues, hein, cette pulsation présente, tout ça, les voix très droites, etc., des harmonies assez identifiables. J'ai choisi de vous entendre juste un extrait de la deuxième partie, donc là où simplement les chanteurs chantent My name is Daniel Pearl. Hein, voilà, ça se comprend assez.
Voilà. Bon, vous avez, bon, je pense, retrouvé hein, tout un tas de caractéristiques qui fait, c'est un langage quand même assez vite reconnaissable. Hein. Vous avez marqué par exemple l'importance du violon aussi dans cette pièce, quoi. Voilà, c'est pas seulement dans le titre de la dernière partie, c'est aussi dans la musique. Voilà, donc c'est cette recherche que fait Steve Reich d'une musique voilà, qui a une fonction de mémoire, une fonction de documentation, si on veut, d'une certaine façon. Hein. En tout cas, voilà, une musique qui n'est pas coupée de ce qui se passe dans le monde. C'est pas une musique de divertissement, là, c'est sûr. Hein. Voilà, c'est une recherche qui me semble intéressante. Et, en tout cas, elle est assez spécifique parce que si on compare, si vous voulez, avec d'autres musiciens de sa génération et du même courant, c'est-à-dire avec tous ces musiciens qu'on a dit répétitifs, ou minimalistes au début, voilà, je pense à Terry Riley ou à Philip Glass, qui n'ont pas du tout évolué comme ça, quoi. Voilà, c'était... Bon, il faut que je m'arrête, sinon je vais dire du mal de ces musiciens-là. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter là, si je veux bien répondre à toutes les questions que vous avez.